passé universitaire. Et ce Thomas d'Aquin, en fait, dans sa somme théologique, a exprimé justement, à travers sa somme théologique, ce mouvement qu'il appelle le mouvement d'exitus et de reditus. Donc de sortie, en fait, Dieu qui sortit de lui-même pour créer, et ensuite la créature qui retourne vers Dieu. Ça, c'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Je trouve cela aussi chez un Carl Gustav Jung, le fameux psychologue du XIXe siècle, qui a décrit la construction du psychisme humain aux différentes phases de la vie, et qui a parlé du soi, qui est vraiment notre fort interne, le plus interne, et qui, au départ de la vie, se construit en allant de l'intérieur vers l'extérieur pour créer ce qu'il appelle la persona, ou le moi construit, en lien avec l'environnement. Et puis, au bout d'une quarantaine d'années environ, au mi-temps de la vie, on commence à en avoir un peu marre de cet environnement qui influence notre manière d'être. On dit, je retourne vers le soi pour faire le voyage vers l'intérieur de moi-même, en quelque sorte. Et c'est ça tout le mouvement de la vie. C'est un exitus et un reditus. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce double mouvement est aussi le mouvement qui constitue l'intelligence collective. Si on y regarde de plus près, le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, c'est le mouvement où l'individu contribue au collectif. De l'intérieur vers l'extérieur, l'individu va contribuer au collectif. Et le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, c'est le mouvement où le collectif alimente la réflexion individuelle. Et comme c'est un mouvement circulaire, eh bien, on est sans cesse en train de passer de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça toute la richesse de ce mouvement. Or, on l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure, réfléchir, c'est le propre de l'homme. Nous avons une intelligence discursive qui repose sur le raisonnement, et je dis tout à l'heure, qui procède par étapes. Ceci par opposition, parce que je suis maintenant un petit peu avec Thomas d'Aquin dans le Moyen-Âge, alors c'est mon... c'est un univers que je revisite avec bonheur. Je pense à toute la réflexion qui a eu lieu sur les anges, sur l'intelligence des anges. Étant donné que les anges sont des purs esprits, en fait, ils captent d'un seul regard immédiatement la totalité de ce qu'il y a à comprendre d'une chose nouvelle qui se présente à leur esprit. Donc, l'intelligence des anges est une intelligence intuitive, qui capte d'un seul regard, alors que notre intelligence est une intelligence discursive, qui a besoin d'un avant et d'un après, qui a besoin de ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, qui a besoin de prendre du temps, tout simplement. Et c'est même à se demander si dans notre société moderne, on ne veuille pas trop faire l'ange, en quelque sorte, en éliminant les moments de réflexion individuelle, comme si nous étions des personnes qui, par l'intuition seule, pouvaient avoir accès aux choses. Et comme vous le savez, qui fait l'ange fait la bête. Donc faisons attention. Philosophiquement parlant, la réflexion renvoie aussi à la conscience de soi. C'est un thème typiquement platonicien. Pensons au « connais-toi toi-même » de Socrate. Cette conscience de soi s'acquiert et se développe grâce à un processus réflexif, encore une fois, grâce à un raisonnement par étapes. Ce processus nous permet de prendre conscience aussi de ce qui est en dehors de soi, de découvrir des liens entre les choses, pour le dire autrement, de faire des analogies, de répondre à la question du pourquoi, de mettre de l'ordre dans nos pensées et dans la masse d'informations dont nous disposons, et qui est augmentée de jour en jour, de minute en minute, en fait, par nos portables, nos iPhones, etc. Cette réflexion nous aide, ce regard sur soi, cette introspection, cette conscience de soi, nous aide aussi à poser des priorités et à préparer nos choix. Donc, on le voit, réfléchir
est indispensable pour poser les bons actes et aussi pour découvrir leur sens. Et là, je constate encore une fois que de nos jours, il n'est pas toujours facile de réfléchir, car notre vie actuelle y met souvent des obstacles en privant les êtres humains du temps de la réflexion. Et donc, on le sent encore plus aujourd'hui que hier, que réfléchir demande un effort que nous ne sommes pas toujours prêts à consentir. Et donc là, le problème serait chez nous, en quelque sorte. Il faut parfois se stimuler, il faut parfois être stimulé par d'autres pour entamer un processus de réflexion. Et je pense que le co-développement est l'un des instruments qui joue ce rôle de stimulant de la réflexion les uns avec les autres. Alors, pour prendre le temps de réfléchir, il faut encore être attentif à une chose. Je voudrais parler du rythme. Il y a, dans l'intelligence collective, on peut démarquer des rythmes rapides et des rythmes lents. Le temps imprime un rythme à ce que nous faisons. Le développement de l'intelligence collective repose sur un savant dosage de ces rythmes rapides et de ces rythmes lents. Les méthodologies de stimulation de l'intelligence collective peuvent être réparties en ces deux catégories qui sont liées au rythme, donc rythme rapide et rythme lent. Si je regarde très à la louche les méthodes au rythme rapide, alors l'on y trouve le flash codef que Dominique a évoqué, mais je pense qu'avec Dominique d'ailleurs qu'il faudrait peut-être l'appeler autrement pour vraiment le distinguer du co-développement qui est autre chose. Ce qui ne veut pas dire que le flash codef n'est pas intéressant à sa façon. Il y a aussi dans la dynamique participative, il y a ce que nous appelons le moi à ta place. C'est une démarche assez extraordinaire qui dure 21 minutes top chrono. C'est vraiment court. Une personne vient avec une thématique, elle expose 2-3 minutes, on pose, on travaille par tour de table pour faire circuler la parole, pour que la sauce de l'intelligence collective puisse prendre. Donc comme ça, tout le monde peut contribuer. Des tours rapides, comme le co-développement, où il est demandé de faire une idée par intervention, pas plus. Et quand on n'a pas d'idée, on passe son tour très rapidement. Et un tour pour poser des questions, pour clarifier, parce que c'est important. Et puis un deuxième tour, même suivi d'un troisième, un quatrième, un cinquième, où chacun commence par « moi à ta place, je ». Moi à ta place, je ferai ceci ou cela. Ça ne veut pas dire « tu devrais faire ceci ou cela ». C'est pas ça, on se substitue pas à la personne, on dit « moi à ta place, je ferai ceci ou cela » et tu en fais ce que tu veux. Voilà. Et puis ça termine par un tour de table d'évaluation. Voilà. 21 minutes, donc c'est très intéressant. Je pense aussi dans les méthodes au rythme rapide, tout simplement à une méthode que vous suggérez aussi parfois, qui est de prendre en fait la deuxième étape du processus du co-développement, qui est l'étape des questions de clarification, et de la faire exister pour soi. Donc de dire, on va vous donner une demi-heure de temps où on va vous poser des questions. Et à vous de noter les questions, et comme ça on avance. Alors, parmi les méthodes au rythme lent, il y a le co-développement, bien sûr, ainsi que ce que nous faisons chez Ordinata, ce que nous appelons des journées d'accompagnement au vert, où on va dans un bel endroit pour réfléchir, justement pour prendre le temps de réfléchir. Je pense aussi en termes méthodologiques à un processus qui est vraiment hyper intéressant, qui s'appelle la décision par consentement. Et c'est un processus qui valorise beaucoup les objections. C'est un processus dans lequel on ne veut pas savoir si les gens sont d'accord avec la proposition. On veut justement savoir les désaccords, en fait, les objections. Et on fait un travail sur les objections pour les intégrer dans la proposition. Et ainsi avoir l'adhésion de tous, en fait, par rapport à la décision finale. Voilà. Le résultat du rythme lent est plus profond et plus durable que celui du rythme rapide.
Et ça, pour nous, c'est important. Nous qui voulons favoriser le co-développement, c'est crucial. En même temps, il faut aussi se dire qu'il faut prendre conscience que l'esprit humain a besoin d'un rythme assez soutenu pour réussir à faire féconder les idées entre elles. Si vous laissez, que ce soit dans un co-développement ou dans une décision par consentement ou dans n'importe quelle méthode, si vous laissez chaque fois 1 minute de silence entre chaque intervention, vous allez voir que vous aurez perdu le fil en 2 temps, 3 mouvements. Hein. C'est très rapide. Donc il faut, pour que l'esprit reste éveillé et pour que l'esprit puisse faire cette fertilisation croisée, il faut comme un rythme rapide à l'intérieur des méthodologies à rythme lent. Et c'est exactement ce que fait le co-développement, à mon sens, lorsqu'il imprime un rythme plus rapide aux différentes étapes du déroulement, en faisant passer la parole sans attendre d'un participant à l'autre, pour la dynamique participative en multipliant les tours de table, par exemple, en disant une seule idée par intervention. Tout ça, c'est des moyens pour rendre plus rapide, en fait, une méthodologie qui, en soi, est une méthodologie lente. Voilà. Aussi, ces méthodologies qui sont lentes, globalement, peuvent être et doivent, à mon avis, être rapides par étapes. Chez Ordinata, nous faisons quelque chose de la sorte en organisant, en fait, au moins une fois par trimestre, une demi-journée ou une journée de workshop interne. Je les ai comptés en venant ici. Depuis début 2016, nous en avons fait 18 journées ou demi-journées de réflexion interne en entreprise. Et cela nous permet de développer notre entreprise en adoptant ensemble, le temps d'une journée, un rythme lent, propice à la réflexion. Et comme responsable de cette entreprise, comme personne source, si vous voulez, je perçois clairement que l'entreprise avance d'un bond chaque fois que nous avons fait une telle journée. C'est vraiment impressionnant. Prendre le temps de réfléchir, c'est profitable dans tous les sens du terme. C'est, je dirais, du reculer pour mieux sauter. Alors, dans les méthodologies qui nous aident à prendre le temps de réfléchir, un ingrédient indispensable sur lequel j'aimerais mettre le focus un tout petit peu, c'est le questionnement. Apprendre à poser de bonnes questions aide grandement le processus de réflexion. Poser des questions, vous allez me dire, c'est le propre des philosophes et des enfants. Et je me demande si, et je l'espère, que nous soyons tous restés, disons, devenus un peu philosophes au cours de la vie, et restés un peu enfants aussi. En systémique, on dit, et j'ai trouvé ça très intéressant, on dit qu'on ne peut poser une question sans connaître au moins un bout de réponse. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le fait que les questions en co-développement, eh bien, nous recevons l'injonction de faire en sorte qu'elles ne contiennent pas de solution. Mais en fait, vous ne pouvez pas poser des questions sans connaître au moins un bout de la réponse. Et là, je vais vous raconter une anecdote que j'ai trouvée absolument géniale d'un ami qui est professeur donc, au Conservatoire de musique ancienne, donc professeur de musicologie à Genève. Il avait pris l'habitude de faire passer les grands examens théoriques à ses élèves en demandant aux élèves de poser des questions à l'expert qui répondait. Et tout l'examen passait à ce que l'étudiant pose des questions à l'expert. Et l'étudiant était exclusivement noté sur la qualité de ses questions. Vous voyez, je trouve ça, comme modèle pédagogique, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, les questions que nous posons apportent des réponses en ce sens qu'elles ouvrent des champs nouveaux, qu'elles explicitent ce qui était implicite, qu'elles mettent en lumière ce qui était dans l'ombre.
La question est un élément clé, c'est le déclencheur de la réflexion. Une réflexion, d'ailleurs, peut ensuite aboutir à une nouvelle question, alimentant ainsi des questions en question le développement de la connaissance. Et c'est ce qui a fait dire à Socrate qu'au bout de toutes les questions qu'il a posées, eh bien, lui savait en fait qu'il ne savait rien, alors que ses juges, ses détracteurs, croyaient savoir quelque chose en le condamnant. Donc, l'étape 2 des questions de clarification du processus de co-développement prend pour moi une importance toute particulière, comme un moteur extraordinaire qui allume le raisonnement, non seulement du client, mais aussi de tous les consultants présents. C'est un stimulateur subtil d'intelligence collective, qui pose un socle solide sur lequel reposent les étapes suivantes du processus. Et je pense notamment à l'étape de la demande et à l'étape de la consultation. Personne ne peut vraiment contribuer à ces étapes sans que la thématique, la situation de la séance de co-développement ne soit parfaitement claire. L'on pourrait même dire que la qualité des consultations dépend de la qualité des questions que les consultants ont posées auparavant. Et donc, prendre le temps de réfléchir seul et ensemble, cela commence par poser de bonnes questions à soi-même et à autrui. J'en arrive à mon dernier axe de réflexion, de la réflexion à l'action. Alors, l'intelligence collective, je l'ai dit d'entrée en matière, c'est penser ensemble, et son pendant, l'autre face de la même médaille, c'est la synergie, agir ensemble. Penser sans agir est un exercice stérile. Agir sans penser est une démarche stupide. Nous avons besoin des deux, et le co-développement est là pour stimuler l'action par la réflexion. C'est en prenant le temps de la réflexion, individuellement et collectivement, que nous posons les bases de l'action. Et dans l'étape 5, qui est l'étape de synthèse et de plan d'action, du co-développement, le client est invité à devenir concret, à transformer les idées en actes concrets. C'est en agir ensemble, même si les consultants, bien sûr, n'auront pas de rôle à jouer dans la réalisation des idées. Ça, c'est le client qui le fera. Mais tous, clients, consultants et animateurs, sont tendus vers le plan d'action du client et l'aident à le finaliser s'il a besoin de soutien. Voilà. Les entreprises, on entend beaucoup aujourd'hui, veulent de plus en plus devenir agiles et participatives. Or, l'agilité, c'est ça le paradoxe, a un besoin viscéral de temps de réflexion au rythme lent. Tout comme le succès des démarches participatives collectives repose sur l'implication individuelle de chacun en termes de préparation et de réflexion en amont. En dynamique participative, cela n'existe pas que de participer à une séance sans l'avoir dûment préparée à l'avance. Ce qui présuppose que la séance est en ordre du jour, que les propositions soient envoyées à l'avance pour que justement ce temps de la maturation de la réflexion individuelle puisse se faire. Autrement dit, pour être agile et participatif, il convient d'alterner d'une part contemplation et action, et d'autre part temps de réflexion individuelle et temps de réflexion collective. Alors, la contemplation et l'action, j'ai juste une image pour cela. C'est l'image de l'aigle qui est devenu le logo d'Ordinata. C'est pour ça que nous l'avons choisi, qui pour moi est vraiment l'animal qui figure cette capacité à être en contemplation et en action. L'aigle, on dit, c'est peut-être mythologique, mais on dit que l'aigle est le seul animal qui sait regarder le soleil en face et qui, de toute manière, épouse, en volant à une grande altitude, épouse un territoire énorme d'un seul regard. Donc ça, c'est le côté contemplation. Et puis, quand l'aigle a découvert une proie, il peut se jeter sur sa proie avec une vitesse et une précision extrême. Et ça, c'est le côté action. Donc soyons un peu aigles, tous ensemble. L'autre élément, l'alternance entre l'individu et le collectif, pour moi,
c'est un des grands arguments de vente du co-développement. C'est du genre, si vous dites à un prospect, vous avez besoin de compléter vos indispensables réflexions individuelles par des temps de réflexion en groupe, afin de bénéficier de l'intelligence collective que le groupe va vous offrir. En tant que personne source, vous en avez besoin. Alors prenez ce temps. Alors revenons à cette personne source, cette personne qui prend l'initiative de concrétiser une idée. Prendre une initiative, c'est passer à l'action. Ainsi, la personne source devient source d'action. Elle est responsable de son initiative du début jusqu'à la fin, et cette responsabilité, elle l'exerce tout particulièrement lorsqu'elle réfléchit au prochain pas qui est à faire. Il y a un empowerment extraordinaire dans la prise de conscience que je suis une personne source et que c'est mon rôle de retrousser les manches pour mon projet. Et donc, si la personne source ne prend pas le temps de réfléchir au prochain pas, qui le fera à sa place? Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos projets stagnent, ne se développent pas convenablement. C'est tout simplement que les personnes sources qui sont en responsabilité de ce projet, d'abord ne sont pas conscientes de leur rôle de source, et deuxièmement ne sont pas conscientes qu'elles ont besoin de se ménager le temps de la réflexion pour devenir claires sur le prochain pas et pour faire avancer le projet. Et donc réfléchir devient une activité indispensable pour faire avancer le projet, pour être dans l'action. Et ce passage à l'action permet d'inscrire la réflexion dans un processus de réalisation. Et qui dit processus, dit inscription dans le temps. Bien sûr, vous voyez comme les deux sont toujours liés. Et je pense que je suis intimement convaincu que le co-développement est destiné à jouer un rôle important là-dedans, dans ce processus de permettre aux personnes sources de devenir claires sur le prochain pas. Et ce sera ça ma conclusion. Le co-développement, c'est s'entraider à être des sources qui transforment leur réflexion en action. Prenons conscience qu'en co-développement, le client, c'est la personne source, je l'ai dit, et que les consultants et l'animateur sont aussi des personnes sources. Et donc, une réunion de co-développement devient alors une rencontre de 5 à 9 personnes sources qui se soutiennent mutuellement dans leur responsabilité de source en clarifiant les prochains pas dans le développement de leurs projets respectifs. Et si on voit les différents rôles, on se rend compte que les consultants aident le client à réfléchir, à confronter ses doutes, à clarifier le prochain pas et à développer sa capacité d'agir avec liberté, même si l'action, bien sûr, ne se déroule pas au sein de la rencontre de co-développement. La rencontre vient avant. Et quand on regarde du côté des consultants, et même aussi de l'animateur, on pourrait dire que les consultants reçoivent un effet collatéral de la démarche, parce qu'eux aussi ils sont invités, ils sont stimulés, ils sont défiés à prendre en main leurs propres sources, au contact avec la matière et avec la thématique de source qu'amène le client. Il s'agit pour eux de comprendre le client, qui leur fait l'amitié de leur ouvrir sa réflexion, comme le dit Anne, toujours, face à la situation qu'il amène, en cherchant à le comprendre et en prenant connaissance des contributions des autres. C'est là que les consultants vont avancer aussi sur leur propre projet de source, avant même qu'ils ne deviennent clients à leur tour, par le tournus qui se fait. Donc, être consultant, pourquoi est-ce tout aussi intéressant que d'être client? C'est parce qu'en tant que consultant, je suis remué sur mes propres responsabilités de source et donc je vais pouvoir en fait me ressourcer à l'exemple qui est donné par le client. Alors en toute dernière conclusion, je dirais que le co-développement vise à aider chacun à devenir davantage source. C'est très noble
aider l'autre à être source. Pour notre pratique professionnelle chez Ordinata, c'est cela, la première contribution du co-développement, celle que je vais mettre en avant, que je vais promouvoir et proposer à nos clients. Co-développement et dynamique participative s'intègrent, à mon sens, parfaitement grâce à deux choses. Grâce à la place centrale qui donne l'un et l'autre à la personne source et grâce à la place centrale qui donne au rôle de l'intelligence collective au service de la personne source. Et donc, co-développement et dynamique participative ne peuvent que faire bon ménage ensemble. Pour terminer, je dirais que je nous souhaite donc à tous de très belles rencontres de co-développement et aussi de belles découvertes de la dynamique participative. Anne. Et surtout, je nous souhaite à tous de prendre notre source au sérieux en prenant régulièrement le temps de réfléchir. Merci.